bienvenue. Je suis content que tu sois là aujourd'hui, parce que ce que nous allons explorer ensemble pendant cette heure n'est pas quelque chose que tu trouveras dans un manuel scolaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'a enseigné à l'université. Et pourtant, ce sont précisément ces idées, ces 5 règles de vie, qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui passent leur existence entière à se demander pourquoi les choses ne changent jamais. J'ai passé plus de 40 ans à étudier les personnes qui réussissent. Pas seulement à lire des livres sur eux, mais à les rencontrer, à les interviewer, à travailler avec eux, à observer leurs habitudes de près. Des entrepreneurs qui ont construit des entreprises valant des centaines de millions. Des individus nés dans la pauvreté absolue qui ont atteint une liberté financière totale. Des hommes et des femmes ordinaires qui ont pris des décisions extraordinaires et transformé leur vie de manière irréversible. Et ce que j'ai découvert, c'est que la réussite n'est pas un mystère. Elle n'est pas réservée aux gens talentueux, aux gens chanceux ou aux gens qui ont eu un départ facile dans la vie. La réussite est le résultat prévisible de certains principes appliqués de manière cohérente dans le temps. C'est tout. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Alors installe-toi confortablement. Ouvre ton esprit, parce que dans les prochaines minutes, je vais te partager 5 règles de vie qui, si tu les appliques vraiment, pas juste si tu les comprends intellectuellement, mais si tu les appliques, peuvent littéralement transformer la trajectoire de ton existence. Commençons. Il y a plusieurs années, j'animais un séminaire dans une ville de taille moyenne. Dans la salle, il y avait environ 200 personnes. Des gens de tous âges, de toutes professions. Vers la fin de la première journée, un homme d'une quarantaine d'années s'est levé pendant la séance de questions-réponses. Il avait l'air fatigué. Pas physiquement, mais fatigué dans les yeux, tu vois ce que je veux dire. Ce genre de fatigue qui vient de l'intérieur. Il a dit « Brian, j'ai travaillé dur toute ma vie. Je fais les choses correctement. Je suis ponctuel, fiable, sérieux. Mais je n'avance pas. Mes collègues qui semblent faire moins d'efforts que moi gagnent plus que moi. Comment est-ce possible ?» C'est une question que j'entends sous différentes formes depuis des décennies. Et la réponse que je lui ai donnée ce jour-là est la même que je vais te donner maintenant. Travailler dur est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Le travail dur sans les bons principes, c'est comme ramer énergiquement dans une barque qui a un trou dans la coque. Tu te dépenses, tu t'épuises, mais tu coules quand même. Ce que cet homme ne comprenait pas encore, c'est que la réussite obéit à des lois aussi précises et aussi implacables que les lois de la physique. Si tu lâches un objet, il tombe, peu importe si tu es d'accord ou non, avec la gravité. Peu importe si tu trouves ça juste ou injuste, il tombe. Les lois de la réussite fonctionnent de la même manière, elles ne font pas d'exception, elles ne négocient pas, elles s'appliquent à tout le monde, partout, tout le temps. Alors voici la première règle de vie. Et je veux que tu l'écoutes vraiment, parce qu'elle est plus profonde qu'elle n'y paraît à première vue. Première règle. Tu deviens ce que tu penses le plus souvent. En 1937, un homme du nom de Napoleon Hill a publié un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». Il avait passé 20 ans à étudier plus de 500 millionnaires, dont Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Et après tout ce travail, après toutes ces interviews, après toutes ces observations, il est arrivé à une conclusion qui tenait en une phrase. Tout commence dans l'esprit. À l'époque, beaucoup de gens ont trouvé cette idée naïve, voire ridicule. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que Hill avait observé empiriquement. Ton cerveau est littéralement façonné par tes pensées dominantes. Les connexions neuronales que tu renforces le plus souvent deviennent les autoroutes de ta pensée. Et ces autoroutes déterminent tes décisions. Et tes décisions déterminent tes actions. Et tes actions déterminent tes résultats. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Voici ce que j'ai observé avec des milliers d'étudiants au fil des années. 2 personnes peuvent se retrouver dans la même situation financière difficile. Même niveau de revenus, même niveau de dette, même point de départ. L'une d'elles passe ses journées à se dire « Je ne m'en sortirai jamais. C'est trop difficile, le système est contre moi. » L'autre se dit « Quelle est la prochaine étape concrète que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma situation ?» 5 ans plus tard, ces 2 personnes sont dans des univers complètement différents. Pas parce que l'une avait plus de talent, pas parce que l'une a eu plus de chance, mais parce que leurs pensées dominantes ont créé des réalités différentes. Tu vois, ton cerveau est un mécanisme de recherche extraordinairement puissant. Il cherche constamment des preuves
qui confirment ce que tu crois déjà. Si tu crois que tu es destiné à rester pauvre, ton cerveau va trouver des preuves partout. Il va remarquer chaque échec, chaque obstacle, chaque injustice, et il va ignorer les opportunités, les solutions, les portes ouvertes. Pas parce que ces opportunités n'existent pas, mais parce que ton filtre mental ne les laisse pas passer. C'est ce que les psychologues appellent le biais de confirmation. Et c'est l'une des forces les plus puissantes et les plus dangereuses qui opèrent dans ta vie à chaque instant. Alors comment changer ça? La réponse est à la fois simple et exigeante. Tu dois devenir délibérément conscient de tes pensées dominantes et les remplacer activement par des pensées qui servent tes objectifs. J'ai une technique que j'enseigne depuis des années et qui a littéralement changé la vie de milliers de personnes. Elle s'appelle la technique de l'affirmation positive orientée vers l'action. Ce n'est pas juste de se répéter des phrases vides devant le miroir. C'est quelque chose de beaucoup plus précis. Chaque matin, avant de commencer ta journée, tu prends 5 minutes pour écrire, à la main, pas sur un ordinateur, les réponses à cette question. Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie et pourquoi est-ce important pour moi? Tu l'écris au présent, comme si c'était déjà vrai. Je gagne X montant par mois en faisant X. Je suis financièrement libre et je passe du temps de qualité avec ma famille. Je dirige une entreprise qui crée de la valeur pour des milliers de personnes. Quand tu fais cela régulièrement, quelque chose de remarquable se produit. Ton cerveau commence à traiter ces affirmations non pas comme des rêves lointains, mais comme des objectifs réels à atteindre. Il commence à chercher des moyens de les réaliser. Il commence à remarquer des opportunités qu'il ignorait auparavant. Il commence à te motiver à prendre des actions cohérentes avec ses objectifs. Un entrepreneur que j'ai coaché pendant 6 mois avait une petite entreprise de service qui stagnait depuis 3 ans. Son chiffre d'affaires était le même, ses clients étaient les mêmes. Il travaillait plus dur chaque année sans avancer. Quand je lui ai demandé de décrire comment il se parlait à lui-même, il m'a dit des choses comme « Je fais de mon mieux, mais le marché est saturé et les clients ne veulent pas payer ce que je vaux. » Je lui ai demandé de remplacer ses pensées par des questions orientées vers les solutions. Qu'est-ce que je pourrais offrir à mes clients existants qui leur apporterait tellement de valeur qu'ils me recommanderaient spontanément à leurs amis? Quel segment du marché est sous-servi et que je pourrais servir de manière unique? En 6 mois, son chiffre d'affaires avait augmenté de 40%. Pas parce que le marché avait changé, pas parce que la concurrence avait diminué, mais parce que son cadre mental avait changé et que ce nouveau cadre l'avait amené à voir et à saisir des opportunités qui avaient toujours été là. Tes pensées ne sont pas juste des pensées. Elles sont des instructions que tu donnes à ton cerveau sur comment percevoir le monde et comment y réagir. Choisis-les avec soin. Maintenant, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est directement connecté à cette première règle, mais qui est souvent négligé. C'est la question de l'environnement mental. Tu as peut-être entendu le principe que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. C'est une observation puissante, et elle est vraie. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cela ne s'applique pas seulement aux personnes physiques dans ta vie. Cela s'applique aussi aux livres que tu lis, aux podcasts que tu écoutes, aux vidéos que tu regardes, aux nouvelles que tu consommes. Chaque contenu que tu absorbes programme ton cerveau d'une certaine manière. Si tu passes 2 heures par jour à regarder des informations anxiogènes, des drames sur les réseaux sociaux et des émissions de divertissement vides, tu programmes ton cerveau pour l'anxiété, la réactivité et la passivité. Si tu passes ces mêmes 2 heures à lire des biographies de personnes qui ont réussi, à écouter des conférences sur la finance et le développement personnel, à étudier des domaines qui te passionnent, tu programmes ton cerveau pour la croissance, l'opportunité et l'action. Même durée. Résultat radicalement différent. J'ai pris l'habitude, il y a très longtemps, de ne jamais commencer ma journée sans avoir d'abord nourri mon esprit avec quelque chose de positif et de constructif. 30 minutes de lecture chaque matin. Sans exception. Pas les nouvelles. Pas les réseaux sociaux. Un livre sur un sujet qui me fait progresser. Si tu lis 30 minutes par jour, tu lis environ 20 livres par an. En 5 ans, tu auras lu 100 livres dans ton domaine. Est-ce que tu penses qu'une personne qui a lu 100 livres dans son domaine a un avantage sur quelqu'un qui n'en a lu aucun? Absolument. C'est un avantage compétitif massif et il est accessible à n'importe qui. Passons maintenant à la deuxième règle. Et celle-ci, je dois te prévenir, va probablement contredire ce qu'on t'a enseigné pendant toute ta vie. Astrée 6, deuxième règle. L'argent est un amplificateur, pas une fin en soi,
mais tu dois apprendre à le maîtriser. Ces pires des décennies, j'ai observé deux attitudes opposées envers l'argent, et les deux sont également destructrices. La première attitude, c'est de traiter l'argent comme l'objectif ultime. Les gens qui ont cette attitude sacrifient leur santé, leurs relations, leur intégrité pour accumuler de l'argent. Ils arrivent souvent à en avoir beaucoup, mais ils sont misérables. Ils ont réussi financièrement, mais ils ont échoué en tant qu'êtres humains. La deuxième attitude, c'est de traiter l'argent comme quelque chose de honteux, de vulgaire, de spirituellement inférieur. Les gens qui ont cette attitude se sabotent inconsciemment dès qu'ils commencent à bien gagner leur vie. Ils font des mauvais choix financiers. Ils dépensent de manière impulsive. Ils évitent de parler d'argent parce que ça les met mal à l'aise. Et ils restent dans la médiocrité financière toute leur vie, en se disant que c'est parce qu'ils sont trop nobles pour s'abaisser à courir après l'argent. Ces deux attitudes sont des pièges, et les deux viennent de croyances limitantes sur l'argent que nous avons absorbé pendant l'enfance. Quelle est la bonne attitude? L'argent est un outil extraordinairement puissant. Comme tous les outils, il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent te permet d'être encore plus généreux. Si tu es égoïste, l'argent te rend encore plus égoïste. Si tu veux créer de la valeur dans le monde, l'argent te donne les moyens de le faire à plus grande échelle. Si tu veux vivre une vie riche en expériences, en liberté et en choix, l'argent est ce qui rend cela possible. Donc la question n'est pas « est-ce que l'argent est bon ou mauvais ?» La question est « quelle est ta relation avec l'argent ?» Et est-ce que cette relation te sert ou te nuit? Voici quelque chose que j'ai constaté chez presque toutes les personnes qui ont des difficultés financières chroniques. Elles n'ont jamais vraiment étudié l'argent. Elles n'ont jamais pris le temps de comprendre comment il fonctionne, comment il se crée, comment il se perd. Elles traitent l'argent comme quelque chose qui leur arrive ou qui ne leur arrive pas, plutôt que comme quelque chose qu'elles peuvent apprendre à créer et à gérer. Un médecin passe 10 ans à étudier la médecine avant de pratiquer. Un ingénieur passe 5 ans à étudier l'ingénierie. Mais la plupart des gens passent ces 0 heures à étudier sérieusement les principes fondamentaux de la finance personnelle. Et ensuite, ils s'étonnent d'avoir des résultats financiers médiocres. Alors voici les principes fondamentaux que j'enseigne depuis des années. Premier principe, dépense moins que tu gagnes. Je sais, ça semble évident. Mais selon les statistiques, la majorité des gens, dans les pays développés, dépensent plus qu'ils ne gagnent chaque mois. Ils vivent à crédit. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas vraiment. C'est une formule garantie pour rester pauvre toute sa vie. Deuxième principe, paie-toi en premier. Avant de payer tes factures, avant de payer ton loyer, avant de faire tes courses, mets de côté 10% de chaque revenu que tu reçois, automatiquement, sans exception. Ce n'est pas négociable. Quand je dis ça dans mes séminaires, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais Brian, je n'ai pas les moyens d'épargner 10%. » Et ma réponse est toujours la même. Si tu ne peux pas te permettre d'épargner 10%, c'est parce que ton niveau de dépense est trop élevé, pas parce que ton revenu est trop bas. La solution n'est pas de gagner plus avant d'épargner. La solution est d'ajuster tes dépenses pour pouvoir épargner maintenant, avec ce que tu as. J'ai connu un homme qui gagnait un salaire modeste, pas misérable, mais modeste, et qui a appliqué ce principe pendant 20 ans. À 50 ans, il avait accumulé suffisamment d'actifs pour prendre sa retraite confortablement. Ses collègues, qui gagnaient 2 ou 3 fois plus que lui, n'avaient rien. Parce qu'ils avaient augmenté leurs dépenses chaque fois que leurs revenus augmentaient. C'est ce que les économistes appellent l'inflation du style de vie. Et c'est l'un des pièges les plus courants et les plus dévastateurs de la vie financière moderne. Troisième principe, fais travailler ton argent pour toi. Une fois que tu as commencé à épargner régulièrement, tu dois investir cet argent de manière à ce qu'il génère des revenus passifs, pas pour devenir riche rapidement. Les schémas d'enrichissement rapide sont presque toujours des arnaques ou des illusions. Mais pour construire, patiemment et méthodiquement, une base d'actifs qui produisent des revenus indépendamment de ton travail. La règle fondamentale de l'investissement intelligent, c'est la diversification et la patience. Tu n'as pas besoin d'être un génie de la finance pour investir intelligemment. Tu as besoin de commencer tôt, de rester cohérent et de ne pas paniquer quand les marchés fluctuent. Albert Einstein aurait dit que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Que tu comprennes ou non les mathématiques derrière cette affirmation, voici ce qu'il faut retenir. Le temps est ton actif le plus précieux en matière d'investissement. 1 euro investi à 20 ans vaut infiniment plus qu'1 euro investi à 40 ans.
Pas légèrement plus, infiniment plus, parce que l'intérêt composé a besoin de temps pour faire son travail. Donc si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo, le meilleur moment pour commencer à investir était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, aujourd'hui. Pas quand tu auras plus d'argent, pas quand tu auras remboursé toutes tes dettes. Maintenant, il y a un autre aspect de la relation avec l'argent dont je veux te parler, et c'est la question de la valeur que tu crées. Voici une vérité fondamentale que j'ai observée chez tous les gens vraiment riches que j'ai connus. Leur richesse est proportionnelle à la valeur qu'ils ont créée pour les autres. Pas à la valeur qu'ils pensaient créer, pas à la valeur qu'ils voulaient créer. La valeur réelle, mesurée par ce que les autres sont prêts à payer. C'est une distinction cruciale. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas être assez payés. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais avant de blâmer leur employeur, leur industrie ou l'économie, ils devraient se poser une question honnête. Quelle valeur est-ce que je crée réellement pour les personnes qui me paient? Si tu veux gagner plus d'argent, la solution est simple dans son principe, même si elle est exigeante dans son application. Crée plus de valeur. Développe des compétences rares et précieuses. Résous des problèmes plus importants. Serve un plus grand nombre de personnes. Fais ton travail avec une excellence qui dépasse les attentes. Le marché est un mécanisme extraordinairement efficace pour récompenser la valeur. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière évidente à court terme, mais sur le long terme, les personnes qui créent constamment de la valeur exceptionnelle sont presque toujours récompensées de manière exceptionnelle. Voici la troisième règle. Et celle-ci touche à quelque chose que j'appelle le fondement invisible de toute réussite. Troisième règle, la discipline est la distance la plus courte entre toi et tes objectifs. J'ai un ami, un entrepreneur très prospère, qui a l'habitude de dire « la liberté est la récompense de la discipline ». Et plus j'avance dans la vie, plus je trouve cette formule juste. Voici le paradoxe que j'observe constamment. Les gens qui évitent la discipline, pour être libres, finissent par être prisonniers de leurs circonstances. Et les gens qui acceptent la discipline finissent par avoir une liberté que les autres n'imaginent même pas. Pense à quelqu'un qui évite la discipline de faire de l'exercice régulièrement. À court terme, il se sent libre, libre de manger ce qu'il veut, de ne pas se lever tôt pour aller courir, de passer ses soirées sur le canapé. Mais à long terme, il devient prisonnier d'une mauvaise santé, d'une énergie basse, de maladies évitables. Sa liberté à court terme a créé une prison à long terme. À l'inverse, quelqu'un qui accepte la discipline de faire de l'exercice régulièrement, de bien manger, de dormir suffisamment, à court terme, ça demande des efforts et des sacrifices. Mais à long terme, il a une énergie débordante, une santé solide, une clarté mentale qui lui permet d'accomplir des choses extraordinaires. Sa discipline à court terme a créé une liberté à long terme. Ce principe s'applique à absolument tous les domaines de la vie. Finances, relations, carrière, santé, développement personnel. La discipline à court terme crée la liberté à long terme. Et l'absence de discipline à court terme crée l'emprisonnement à long terme. Maintenant, je veux être précis sur ce que j'entends par discipline. Parce que beaucoup de gens ont une image fausse de ce que c'est. La discipline n'est pas une question de force de volonté. Ce n'est pas se battre contre soi-même chaque matin pour faire des choses que tu détestes. Cette approche est épuisante et elle ne fonctionne pas sur le long terme. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont la plus grande force de volonté. Ils sont ceux qui ont construit des systèmes et des habitudes qui rendent les bonnes actions automatiques. James Clear, dans son livre Atomic Habits, a mis en lumière quelque chose que j'avais observé dans ma pratique depuis des années. Les habitudes sont le fondement de toute réussite durable. Pas les décisions ponctuelles, pas les efforts héroïques. Les habitudes quotidiennes, répétées de manière cohérente sur de longues périodes. Voici comment je l'explique à mes étudiants. Chaque action que tu fais est soit un vote pour la personne que tu veux devenir, soit un vote contre elle. Chaque matin où tu te lèves à l'heure prévue, c'est un vote pour une personne disciplinée. Chaque matin où tu appuies sur snooze, c'est un vote pour une personne qui cède à ses impulsions immédiates. Chaque fois que tu ouvres un livre au lieu de scroller sur ton téléphone, c'est un vote pour une personne qui investit dans sa croissance. Chaque fois que tu choisis le confort immédiat plutôt que l'investissement dans ton futur, c'est un vote pour la médiocrité. Maintenant, une action isolée ne définit pas qui tu es. Mais des centaines, des milliers de ces petits votes s'accumulent et après un certain temps, ils créent une identité. Et cette identité crée des résultats. La question à se poser chaque matin
n'est pas « est-ce que j'ai envie de faire ça ?», mais « est-ce que la personne que je veux devenir ferait ça ?» Un athlète de haut niveau ne se demande pas chaque matin s'il a envie de s'entraîner. Il s'entraîne parce que c'est ce que fait un athlète de haut niveau. Un entrepreneur prospère ne se demande pas s'il a envie d'appeler ses clients. Il appelle ses clients parce que c'est ce que fait un entrepreneur prospère. La discipline, à son niveau le plus profond, n'est pas une contrainte extérieure. C'est une expression de ton identité. Donc si tu veux développer plus de discipline dans un domaine particulier de ta vie, commence par redéfinir ton identité dans ce domaine. Dis-toi, je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé. Je suis quelqu'un qui gère son argent avec intelligence. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Et ensuite, agis en cohérence avec cette identité. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que c'est dans les moments difficiles que l'identité se forge. C'est quand tu as envie de céder et que tu ne cèdes pas que tu envoies à ton cerveau le message le plus puissant sur qui tu es vraiment. Je veux te partager une technique concrète que j'appelle la règle des 2 minutes. Pas dans le sens de David Allen, bien que son approche soit excellente, mais dans un sens légèrement différent. Voici la règle. Si une action prend moins de 2 minutes et qu'elle est alignée avec tes objectifs, fais-la immédiatement. Ne la reporte pas. Ne la mets pas sur une liste. Fais-la maintenant. Cette règle est puissante parce qu'elle combat l'une des habitudes les plus destructrices que j'observe chez les gens qui n'avancent pas. La procrastination déguisée en planification. Ces gens passent des heures à planifier, à organiser, à préparer, et très peu de temps à agir. Ils ont des to-do list parfaitement organisées et des agendas impeccables, mais leurs projets importants n'avancent jamais. La procrastination est fondamentalement une forme de peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. Et la seule façon de vaincre cette peur, c'est d'agir malgré elle. Pas d'attendre que la peur disparaisse. Elle ne disparaîtra pas, mais elle diminue à chaque fois que tu agis malgré elle. J'ai un principe que j'appelle « mange la grenouille ». L'idée vient d'une citation attribuée à Mark Twain. Si tu dois manger une grenouille, fais-le le matin et le reste de la journée sera magnifique. La grenouille, c'est ta tâche la plus importante, la plus difficile, celle que tu as tendance à reporter. La discipline consiste à l'attaquer en premier, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Quand tu fais ça de manière cohérente, quelque chose de remarquable se produit. Ton niveau d'énergie et de confiance augmente de manière spectaculaire. Parce que tu commences chaque journée avec un sentiment d'accomplissement. Tu commences chaque journée en sachant que tu as fait quelque chose qui compte vraiment. Et ce sentiment d'accomplissement génère une énergie positive qui se propage dans tout le reste de ta journée. Maintenant, j'arrive à la 4e règle, et c'est peut-être celle qui a le plus grand impact sur la trajectoire à long terme de ta vie. Asterisk 4e règle, tes décisions d'aujourd'hui créent ta réalité de demain. Chaque jour, tu prends des centaines de décisions. La plupart sont inconscientes. Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas réagir à cet email? Est-ce que tu vas ouvrir ce livre ou regarder cette série? Est-ce que tu vas avoir cette conversation difficile ou continuer à l'éviter? Ces décisions semblent insignifiantes prises une par une, mais elles ne le sont pas. Elles sont les briques avec lesquelles tu construis ta vie. Et comme pour la construction d'un bâtiment, la qualité des briques que tu utilises chaque jour détermine la solidité et la beauté de la structure finale. Voici ce que j'ai observé chez les personnes qui réussissent exceptionnellement. Elles ont développé la capacité de prendre des décisions depuis leur futur plutôt que depuis leur présent. Elles ne se demandent pas « qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant ?» Elles se demandent « qu'est-ce que la personne que je veux être dans 5 ans ferait dans cette situation ?» C'est une distinction subtile, mais extraordinairement puissante. Quand tu prends des décisions depuis ton futur idéal, tu changes fondamentalement la nature de tes choix quotidiens. Par exemple, tu reçois une invitation à sortir un soir où tu avais prévu de travailler sur ton projet important. Si tu prends la décision depuis ton présent, tu penses « j'ai envie de sortir, j'ai travaillé dur cette semaine, je mérite de me reposer ». Si tu prends la décision depuis ton futur, tu penses « est-ce que cette sortie m'aide à devenir la personne que je veux être ? Est-ce que ça m'aide à accomplir ce qui compte vraiment pour moi ?» Parfois la réponse sera oui, les relations sociales sont importantes. Le repos est important. La joie est importante. Mais souvent, quand tu te poses cette question honnêtement, tu réalises que tu fais des choix par défaut, par habitude, par peur du manque, à gagner immédiat, plutôt que par alignement avec tes vraies priorités.
Il y a une technique que j'enseigne depuis des années pour développer cette capacité. Je l'appelle la projection sur 10 ans. Voici comment ça fonctionne. Prends une feuille de papier. Dessine 2 colonnes. Dans la première colonne, décris ta vie dans 10 ans si tu continues à faire exactement ce que tu fais maintenant. Mêmes habitudes, mêmes priorités, même action quotidienne. Où seras-tu financièrement, physiquement, dans tes relations, dans ta carrière, dans ton développement personnel? Sois honnête, sois précis. Dans la deuxième colonne, décris ta vie dans 10 ans si tu commençais dès aujourd'hui à prendre les décisions que la meilleure version de toi-même prendrait. Si tu commençais à épargner et à investir. Si tu commençais à prendre soin de ta santé. Si tu commençais à développer les compétences dont tu as besoin. Si tu commençais à construire les relations que tu veux avoir. Regarde la différence entre ces 2 colonnes. Cette différence, c'est le coût de tes décisions actuelles. Et c'est aussi la récompense que tu pourrais obtenir en changeant ces décisions. J'ai vu des personnes pleurer en faisant cet exercice. Pas de tristesse, mais de prise de conscience. Ils réalisaient soudainement que leur vie n'était pas le résultat de la chance ou du destin ou des circonstances extérieures. Elle était le résultat de leurs propres décisions. Et cette réalisation, aussi douloureuse qu'elle soit à accepter, est en réalité une nouvelle extraordinairement positive. Parce que si tes décisions ont créé ta vie actuelle, tes nouvelles décisions peuvent créer une vie complètement différente. Tu es l'architecte de ta vie, pas la victime. L'architecte et les plans que tu traces aujourd'hui dans tes décisions quotidiennes déterminent le bâtiment qui sera construit demain. Je veux maintenant te parler d'un aspect des décisions qui est souvent négligé. La décision de ne pas décider. Beaucoup de gens pensent que l'indécision est neutre, qu'attendre, hésiter, reporter une décision, c'est ne rien faire. C'est faux. L'indécision est une décision. C'est la décision de laisser les circonstances décider à ta place. Quand tu n'investis pas, tu décides de ne pas faire fructifier ton argent. Quand tu ne quittes pas un emploi qui t'étouffe, tu décides de rester dans une situation qui te diminue. Quand tu ne parles pas à quelqu'un qui pourrait t'aider, tu décides de continuer seul. Quand tu ne commences pas ce projet qui t'excite, tu décides de laisser ce rêve mourir lentement. Les gens qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent lentement. Les gens qui échouent prennent des décisions lentement et les changent rapidement. Ce schéma est constant. Les personnes prospères que j'ai étudiées sont caractérisées par leur capacité à décider vite, à agir sur leurs décisions et à rester engagées malgré les obstacles. Elles ne prennent pas de décisions parfaites. Personne ne le fait, mais elles prennent des décisions. Et elles apprennent de chaque décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du processus de succès. Chaque personne qui a accompli quelque chose de significatif a échoué, souvent de nombreuses fois, sur le chemin. La différence, c'est qu'elles ont traité chaque échec comme une leçon, plutôt que comme une sentence. Elles ont demandé « Qu'est-ce que j'apprends de ça ?» plutôt que « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Avant de passer à la 5e et dernière règle, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui sous-tend tout ce que nous avons discuté jusqu'ici. C'est la question de l'objectif. Sans objectif clair, toutes les règles que je t'ai données perdent leur direction. La discipline sans direction, c'est de l'énergie gaspillée. Les bonnes habitudes sans but, c'est de l'activité sans progrès. La maîtrise de l'argent, sans vision de ce que tu veux en faire, c'est de l'accumulation sans sens. Voici comment j'enseigne la définition d'objectif. Ce n'est pas juste écrire une liste de souhaits. C'est un processus précis qui active les mécanismes les plus puissants de ton cerveau. Premièrement, un objectif doit être spécifique et mesurable. Pas « je veux gagner plus d'argent », mais je veux gagner X montant par mois d'ici, X date, en faisant X. Deuxièmement, un objectif doit être réaliste mais ambitieux. Réaliste dans le sens où il est physiquement possible. Ambitieux dans le sens où il te force à sortir de ta zone de confort et à grandir. Troisièmement, et c'est crucial, un objectif doit avoir une raison émotionnelle derrière lui, pas juste une raison logique, une raison qui te touche profondément. Parce que c'est l'émotion qui génère la motivation à long terme. La logique informe, mais l'émotion motive. Demande-toi, pourquoi est-ce que je veux vraiment ça? Pas la première réponse qui vient. Creuse plus profond. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça changera dans ma vie? Comment est-ce que je me sentirai quand je l'aurai accompli? Quand tu peux répondre à ces questions avec clarté et sincérité, tu as un objectif qui a le pouvoir de te tirer hors du lit, le matin, même quand tu n'as pas envie.
Et c'est exactement le type d'objectif dont tu as besoin. Et maintenant, voici la 5e règle, celle que j'ai gardée pour la fin, parce qu'elle intègre et amplifie toutes les autres. Asterisk 5e règle, la valeur que tu apportes aux autres est la mesure exacte de ta réussite. Je veux te raconter quelque chose. Au début de ma carrière, j'étais obsédé par mes propres objectifs. Combien je voulais gagner, ce que je voulais accomplir, ce que je voulais posséder, et j'avançais certes, mais quelque chose manquait. Il y avait un vide que l'accumulation de succès personnels ne remplissait pas. Et puis j'ai eu une conversation avec un mentor qui a changé ma perspective, de manière permanente. Il m'a dit quelque chose de simple. Brian, cesse de te demander ce que tu peux obtenir. Commence à te demander ce que tu peux donner. J'ai résisté à cette idée au début. Ça me semblait naïf, altruiste au sens négatif du terme, comme si me concentrer sur ce que je donne allait me laisser les mains vides. Mais j'ai essayé, et ce qui s'est passé a été remarquable. En me concentrant sur comment je pouvais créer plus de valeur pour mes clients, mes étudiants, les gens autour de moi, mon revenu a augmenté de manière spectaculaire. Mes relations se sont approfondies. Mon sens de la satisfaction et du bonheur a décuplé. Et paradoxalement, j'ai accompli bien plus pour moi-même en me concentrant sur les autres que je n'avais jamais accompli en me concentrant uniquement sur moi. Ce n'est pas de la philosophie naïve, c'est de la stratégie profonde. Parce que l'univers économique et humain fonctionne sur le principe de l'échange de valeur. Les personnes et les organisations qui créent le plus de valeur pour les autres reçoivent le plus en retour. C'est une loi aussi fiable que la gravité. Pense aux entreprises les plus prospères du monde. Google, Apple, Amazon. Qu'est-ce qui les rend si prospères? Elles ont créé une valeur extraordinaire pour des centaines de millions de personnes. Elles ont résolu des problèmes importants. Elles ont rendu la vie des gens plus facile, plus productive, plus agréable. Et en retour, elles ont été récompensées de manière extraordinaire. Le même principe s'applique à l'échelle individuelle. Les personnes les mieux payées dans n'importe quel domaine sont celles qui créent le plus de valeur pour les autres. Les médecins, qui guérissent les cas les plus difficiles. Les avocats, qui gagnent les procès les plus complexes. Les vendeurs qui résolvent les problèmes les plus importants de leurs clients. Les enseignants, qui transforment le plus profondément leurs étudiants. Donc, si tu veux augmenter ton revenu, la question à se poser n'est pas « Comment puis-je négocier un meilleur salaire ?» La question est « Comment puis-je créer tellement plus de valeur que mon revenu actuel devient une sous-représentation évidente de ma contribution, développe des compétences qui sont rares et précieuses, résout des problèmes plus importants, serve les autres avec une excellence qui dépasse systématiquement leurs attentes, et observe comment le marché et la vie te récompensent en retour. » Mais cette règle va plus loin que la dimension financière. Elle touche à quelque chose de plus fondamental. Le sens. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi, a écrit dans Man's Search for Meaning que la motivation la plus profonde de l'être humain n'est pas le plaisir, ni la puissance, mais la recherche de sens. Et le sens, il l'a découvert dans les conditions les plus extrêmes imaginables, vient de la contribution, de l'idée que ta vie fait une différence pour quelqu'un d'autre. J'ai observé ce phénomène de manière répétée dans ma carrière. Les personnes les plus accomplies que j'ai rencontrées, pas seulement financièrement, mais dans tous les sens du terme, sont des personnes qui ont trouvé une façon de connecter leur travail à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles ne travaillent pas seulement pour gagner de l'argent. Elles travaillent parce qu'elles croient profondément que ce qu'elles font améliore la vie de quelqu'un. Cette conviction leur donne une énergie, une résilience et une persévérance que les gens motivés uniquement par l'argent ou la reconnaissance ne peuvent pas maintenir sur le long terme. Donc voici une question que je t'invite à te poser sérieusement. Comment est-ce que ton travail, tes compétences, tes passions pourraient créer de la valeur pour les autres? Comment pourrais-tu aligner ce que tu fais avec quelque chose qui t'importe vraiment et qui importe à d'autres personnes? Cette question, si tu la prends au sérieux et si tu travailles à y répondre, peut être le point de départ d'une transformation profonde dans ta vie professionnelle et personnelle. Maintenant, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui est souvent la barrière invisible entre les gens et la mise en application de tout ce que nous avons discuté. C'est la peur du jugement des autres. J'ai travaillé avec des milliers de personnes au fil des années, et l'un des obstacles les plus courants que j'observe est ce que j'appelle le syndrome de la tribu. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Nous avons un besoin profond d'appartenance, d'acceptation, d'approbation de notre groupe. Et ce besoin,
qui était crucial pour la survie dans les sociétés primitives, peut devenir un obstacle majeur dans la vie moderne. Voici comment ça se manifeste. Tu as une idée d'entreprise, mais tu n'en parles pas à tes amis parce que tu as peur qu'ils pensent que tu es présomptueux. Tu veux changer de carrière, mais tu n'oses pas parce que ta famille a des attentes différentes pour toi. Tu veux investir dans ta formation, mais tu te retiens parce que tes collègues pourraient te trouver prétentieux. Ces peurs sont réelles, elles sont profondes et elles sont extraordinairement coûteuses. Voici ce que j'ai observé. Les personnes qui réussissent de manière exceptionnelle ont presque toutes, à un moment de leur vie, fait quelque chose qui a déçu, surpris ou choqué les gens autour d'elles. Elles ont quitté un emploi stable pour lancer une entreprise. Elles ont déménagé dans une nouvelle ville ou un nouveau pays. Elles ont changé de domaine à mi-carrière. Elles ont pris des risques que leurs proches trouvaient irresponsables. Et beaucoup d'entre elles m'ont dit la même chose. Le moment où elles ont décidé de vivre selon leurs propres valeurs plutôt que selon les attentes des autres a été le moment où leur vie a vraiment commencé. Ça ne veut pas dire ignorer les conseils des autres. Ça ne veut pas dire être arrogant ou imperméable. Au retour, ça veut dire distinguer entre les personnes qui ont une expertise et une expertinente et qui te donnent des conseils constructifs et les personnes qui projettent leurs propres peurs et limitations sur toi. La règle que j'applique. Prends conseil auprès des personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Prends conseil auprès des personnes qui ont traversé ce que tu veux traverser. Mais sois très sélectif avec les opinions de ceux qui n'ont jamais pris de risques, jamais essayé, jamais échoué. Parce que leurs conseils, aussi bien intentionnés soient-ils, est filtré par leur propre peur. Je veux maintenant relier toutes ces règles à travers un concept que j'appelle le cycle de la réussite. Parce que ces 5 règles ne fonctionnent pas de manière isolée, elles se renforcent mutuellement de manière exponentielle. Voici comment le cycle fonctionne. Tu commences par travailler sur ta pensée dominante. Première règle. Tu remplaces les pensées limitantes par des pensées qui servent tes objectifs. Ce changement de mentalité te permet de voir des opportunités que tu ne voyais pas avant. Ces nouvelles opportunités te motivent à développer une meilleure relation avec l'argent. Deuxième règle. Tu commences à épargner, à investir, à créer de la valeur. Tu développes une conscience financière qui te permet de prendre de meilleures décisions économiques. Cette conscience financière renforce ta discipline. Troisième règle. Parce que tu vois maintenant clairement le lien entre tes actions quotidiennes et tes résultats à long terme. La discipline n'est plus une contrainte abstraite. C'est un investissement concret dans ton futur. Cette discipline te permet de prendre de meilleures décisions. Quatrième règle. Parce que tu décides depuis ton futur idéal plutôt que depuis tes impulsions du moment. Chaque décision renforce ton identité de personne disciplinée et orientée vers ses objectifs. Et toutes ces règles convergent vers la cinquième. Tu commences à créer de la valeur réelle pour les autres, parce que tu as les ressources mentales, financières et disciplinaires pour le faire. Et en créant de la valeur pour les autres, tu reçois en retour, financièrement, émotionnellement, relationnellement, ce qui renforce encore davantage ta mentalité positive. C'est un cycle vertueux. Et une fois que tu l'as mis en mouvement, il s'auto-entretient et s'accélère avec le temps. Maintenant, je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Ce cycle n'est pas toujours facile à maintenir. Il y a des moments où tu vas trébucher, des moments où tu vas revenir à tes anciennes habitudes, des moments où les circonstances extérieures vont te pousser hors de ton équilibre. Ces moments sont normaux, ils font partie du processus. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui abandonnent n'est pas que les premiers ne tombent jamais. C'est qu'ils se relèvent plus vite. J'ai une règle que j'appelle la règle du jamais 2 fois. Elle est simple, tu peux rater un jour, tu peux manquer une séance d'entraînement, ne pas épargner ce mois-ci, ne pas travailler sur ton projet un soir. Ça arrive, mais ne rate jamais 2 fois de suite. Parce que c'est la deuxième fois qui commence à construire la nouvelle habitude, la mauvaise habitude. Une fois, c'est un accident. 2 fois, c'est le début d'un schéma. 3 fois, c'est une habitude. Donc, quand tu tombes, et tu tomberas, relève-toi le lendemain. Sans drama, sans autoflagellation excessive, sans te dire que tu es un échec. Juste. Hier ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Cette capacité à se relever rapidement et sans drame est l'une des caractéristiques les plus distinctives des personnes qui réussissent sur le long terme. Elles ne sont pas parfaites, elles sont résilientes. Il y a une autre dimension de la réussite dont je veux te parler avant de conclure. C'est la dimension des relations.
J'ai mentionné plus tôt que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Mais je veux aller plus loin dans cette idée. Les relations que tu cultivates sont l'un des investissements les plus importants que tu puisses faire dans ta vie. Et comme tous les investissements, elles ont un rendement, positif ou négatif. Il y a des relations qui t'élèvent, des personnes qui te challengent, qui te soutiennent, qui te donnent des retours honnêtes, qui t'exposent à de nouvelles idées et à de nouvelles possibilités. Ces relations sont des actifs extraordinairement précieux. Et il y a des relations qui te drainent, des personnes qui se plaignent constamment, qui découragent tes ambitions, qui projettent leur peur sur toi, qui te tirent vers le bas par leur négativité ou leur médiocrité. Ces relations sont des passifs. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire de couper brutalement les gens négatifs de ta vie. Les relations humaines sont complexes, et beaucoup de ces personnes méritent de la compassion, mais je te dis d'être conscient de l'impact que chaque relation a sur toi, et de gérer délibérément ton environnement social. Cherche activement des personnes qui sont là où tu veux être, pas pour les exploiter, mais pour apprendre d'elles, pour être inspiré par elles, pour être challengé par elles. Rejoins des groupes, des associations, des communautés, où se trouvent des personnes ambitieuses, constructives, orientées vers la croissance, et offre de la valeur à ces personnes. Sois généreux de ton temps, de ton énergie, de tes connaissances. Parce que les meilleures relations professionnelles et personnelles se construisent sur l'échange de valeurs, pas sur la recherche d'avantages unilatéraux. Il y a un principe que j'appelle le principe du miroir. Les personnes que tu admires et que tu veux attirer dans ta vie sont attirées par des personnes qui leur ressemblent. Donc, si tu veux être entouré de personnes disciplinées, sois discipliné. Si tu veux être entouré de personnes généreuses, sois généreux. Si tu veux être entouré de personnes ambitieuses et constructives, sois ambitieux et constructive. Tu attires dans ta vie des personnes qui sont à ton niveau de conscience, de discipline et de valeur. Si tu veux changer les personnes autour de toi, commence par changer toi-même. Je veux aussi parler de quelque chose qui est souvent omis dans les discussions sur la réussite. L'importance de la santé. J'ai vu trop de gens sacrifier leur santé pour construire leur richesse et ensuite dépenser leur richesse pour essayer de retrouver leur santé. C'est une tragédie que j'ai observée à de nombreuses reprises et que je veux t'aider à éviter. Ta santé est ton capital le plus fondamental. Sans énergie physique et mentale, toutes les autres règles deviennent impossibles à appliquer. La discipline requiert de l'énergie. La clarté mentale pour prendre de bonnes décisions requiert du sommeil et une alimentation correcte. La résilience face aux obstacles requiert une base physique solide. Les personnes qui réussissent de manière durable traitent leur corps avec le même soin qu'elles traitent leurs finances. Elles investissent dans leur santé. Elles font de l'exercice régulièrement, pas parce qu'elles ont envie, mais parce qu'elles comprennent que c'est un investissement à rendement extraordinaire. Elles dorment suffisamment. Elles gèrent leur stress. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. L'exercice physique, régulier, est l'un des outils les plus puissants pour développer la discipline mentale. Quand tu t'entraînes régulièrement, tu entraînes ton cerveau à faire des choses difficiles malgré le manque d'envie. Tu renforces la connexion entre l'intention et l'action. Et cette capacité se transfère dans tous les autres domaines de ta vie. Un entrepreneur que j'ai coaché m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Le jour où j'ai commencé à courir régulièrement, tout le reste dans ma vie a commencé à s'améliorer. Pas parce que la course avait un lien direct avec mon entreprise, mais parce que chaque matin où je courais malgré la fatigue et le manque d'envie, je me prouvais que je pouvais faire des choses difficiles. Et cette preuve a changé ma relation avec tous les autres défis dans ma vie. Voici maintenant quelque chose que je veux te dire avec toute la sincérité dont je suis capable. Parce que je pense que c'est important et que c'est quelque chose qu'on entend rarement dans les conférences de développement personnel. La réussite n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage n'est pas toujours agréable. Il y a des moments de doute, de fatigue, de frustration, des moments où tu te demandes si ça vaut la peine, des moments où les progrès semblent inexistants malgré tous tes efforts. Ces moments font partie du processus. Ils ne sont pas des signes que tu es sur la mauvaise voie. Ils sont souvent des signes que tu es juste avant un saut qualitatif important. Il y a un phénomène que j'appelle la courbe de l'effort invisible. Au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle habitude, d'un nouvel investissement, les résultats sont souvent décevants. Tu travailles dur, tu appliques les principes, mais les résultats ne semblent pas proportionnels à tes efforts. Et beaucoup de gens abandonnent à ce stade. Ils concluent que ça ne fonctionne pas, mais ce qu'ils ne voient pas,
c'est que pendant tout ce temps, quelque chose se construisait sous la surface. Des compétences s'accumulaient, des connexions se formaient, une réputation se bâtissait. Et à un certain moment, souvent de manière soudaine et inattendue, tout ça émerge à la surface sous forme de résultats visibles et spectaculaires. C'est exactement ce qui se passe avec l'intérêt composé. Pendant les premières années, les gains semblent modestes, mais à un moment, la courbe s'incurve et les résultats deviennent exponentiels. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent juste avant ce point d'inflexion. La persévérance n'est pas juste une vertu morale, c'est une stratégie. C'est le refus de juger les résultats à long terme sur la base des résultats à court terme. Avant de conclure, je veux te parler d'un concept que j'appelle la responsabilité totale. C'est peut-être l'idée la plus libératrice et la plus exigeante que je connaisse. La responsabilité totale signifie que tu acceptes d'être entièrement responsable de ta vie, pas partiellement, pas dans les bonnes circonstances, entièrement. Ça ne veut pas dire que tout ce qui t'est arrivé est de ta faute. Des choses hors de ton contrôle t'ont peut-être affecté. Des injustices réelles peuvent avoir eu lieu. Des circonstances difficiles ont peut-être rendu ton chemin plus difficile que celui d'autres. Mais voici la distinction cruciale. Tu n'es peut-être pas responsable de ce qui t'est arrivé, mais tu es entièrement responsable de comment tu y réponds. Et c'est dans cette réponse que réside tout ton pouvoir. Quand tu attribues tes difficultés à des causes extérieures, l'économie, le gouvernement, ton enfance, tes concurrents, la chance, tu transfères ton pouvoir à ces causes extérieures. Tu te places dans la position de la victime. Et la victime ne peut rien changer, parce que le problème est toujours ailleurs. Mais quand tu acceptes la responsabilité totale, quand tu dis « quelle que soit la situation, je suis responsable de ma réponse et de mes prochaines actions », tu reprends ton pouvoir. Tu te places dans la position de l'acteur, et l'acteur peut toujours faire quelque chose. Cette distinction entre la position de la victime et la position de l'acteur est, à mon sens, la différence la plus fondamentale entre les personnes qui réussissent et celles qui stagnent. Les victimes demandent « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Les acteurs demandent « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Les victimes cherchent des explications. Les acteurs cherchent des solutions. Les victimes attendent que les circonstances changent. Les acteurs changent les circonstances. Je ne dis pas que c'est facile d'adopter cette position. Surtout quand tu as vraiment été traité injustement. Surtout quand les obstacles sont réels et importants. Mais je te dis que c'est la seule position depuis laquelle tu peux vraiment avancer. Nous approchons de la fin de cette heure ensemble. Et je veux te laisser avec quelques pensées de synthèse. Ces 5 règles que nous avons explorées, travailler sur ta pensée dominante, maîtriser ta relation avec l'argent développer la discipline comme fondement de la liberté, prendre des décisions depuis ton futur idéal et créer de la valeur pour les autres. Ces règles ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des principes que j'ai observés chez des milliers de personnes qui ont transformé leur vie. Mais voici ce que je veux que tu comprennes clairement. Savoir ces principes ne suffit pas. Comprendre ces principes ne suffit pas. La connaissance sans action est comme une carte sans voyage. Elle te montre où tu pourrais aller, mais elle ne t'y amène pas. La seule chose qui transforme la connaissance en résultat, c'est l'action. Et pas n'importe quelle action, une action cohérente, répétée, orientée vers tes objectifs les plus importants. Alors voici ce que je te demande de faire dans les prochaines 24 heures. Pas dans une semaine. Pas quand tu auras plus de temps. Dans les 24 prochaines heures. Prends une feuille de papier et écris les réponses à 3 questions. Première question. Parmi les 5 règles que nous avons explorées aujourd'hui, laquelle résonne le plus profondément avec moi? Laquelle représente le domaine où j'ai le plus à gagner? Deuxième question. Quelle est la première action concrète, petite, réalisable, précise, que je peux prendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à appliquer cette règle dans ma vie? Troisième question. Comment est-ce que je vais m'assurer de rester cohérent avec cette action dans les semaines et les mois qui viennent? Quelle structure, quel système, quel engagement vais-je mettre en place? Ces 3 questions, si tu y réponds honnêtement et si tu agis sur tes réponses, peuvent être le point de départ d'une transformation significative. J'ai une dernière histoire à te partager. Il y a de nombreuses années, quand j'étais jeune et que je n'avais pas encore trouvé ma voie, je me suis retrouvé dans une situation financière très difficile. Je n'avais pas de formation formelle, je n'avais pas de réseau, je n'avais pas de capital. Ce que j'avais, c'était une curiosité insatiable et une détermination à comprendre pourquoi certaines personnes réussissaient
et d'autres non. Alors j'ai commencé à étudier, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur la psychologie du succès, sur la finance, sur la vente, sur le leadership. J'ai cherché des mentors, j'ai posé des questions, j'ai appliqué ce que j'apprenais, parfois maladroitement, souvent imparfaitement, mais toujours avec sincérité. Et progressivement, les choses ont commencé à changer. Pas spectaculairement au début, mais régulièrement, de manière cohérente. Et avec le temps, ces petits progrès se sont accumulés en quelque chose de significatif. Ce que je veux que tu retiennes de cette histoire, ce n'est pas que j'ai réussi malgré des obstacles. C'est que les principes que je t'ai partagés aujourd'hui ne sont pas des théories que j'ai inventées dans un bureau. Ce sont des principes que j'ai découverts en les vivant, en les testant, en les observant chez des milliers d'autres personnes. Ils fonctionnent. Pas comme par magie, pas immédiatement, pas sans effort. Mais ils fonctionnent. Pour des personnes de tous horizons, de toute culture, de toute situation de départ. Parce que ce sont des principes universels qui s'alignent avec la façon dont les êtres humains et les marchés fonctionnent réellement. Alors, voici où nous en sommes. Tu as maintenant 5 règles de vie qui peuvent transformer ton avenir. Tu sais que tu deviens ce que tu penses le plus souvent et que tu peux choisir délibérément tes pensées dominantes. Tu sais que l'argent est un outil puissant qui récompense ceux qui apprennent à le maîtriser et à créer de la valeur. Tu sais que la discipline n'est pas une prison, mais une voie vers la liberté, et que les habitudes quotidiennes sont les briques de ta réussite. Tu sais que tes décisions d'aujourd'hui créent ta réalité de demain, et que tu as le pouvoir de décider depuis ton futur idéal. Et tu sais que la valeur que tu apportes aux autres est la mesure la plus juste de ta réussite, financière, personnelle et spirituelle. Ces 5 règles sont interconnectées. Elles se renforcent mutuellement. Et ensemble, elles constituent un cadre de vie qui peut te mener vers une existence extraordinaire. Mais encore une fois, et je ne me lasserai jamais de le répéter, la connaissance sans action ne produit rien. La compréhension sans application reste stérile. L'heure que nous avons passée ensemble aujourd'hui a de la valeur uniquement si elle te mène à agir différemment demain, et après-demain, et dans un mois, et dans un an. La transformation que tu cherches est possible. Elle est à ta portée, pas parce que je te le dis pour te faire plaisir, mais parce que j'ai vu des personnes dans des situations bien plus difficiles que la tienne accomplir des choses extraordinaires en appliquant ces principes avec cohérence et engagement. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. La question est de savoir si tu vas les appliquer. Et c'est une question que toi seul peux répondre. Maintenant, aujourd'hui. Avec les 24 prochaines heures, ta vie commence à chaque instant où tu décides qu'elle commence. Choisis bien. Merci d'avoir été là.